On va commencer à voir la dernière partie qui concerne le travailleur autonome. Travailleur autonome ou bien le travailleur indépendant, etc. Donc, parfois on l'appelle freelance, quelqu'un qui travaille en freelance, c'est quelqu'un qui travaille selon des critères bien définis par Revenu Québec et aussi par Agence Revenu Canada pour déterminer et catégoriser telle personne comme travailleur autonome ou non. D'accord? Généralement, au Québec, il y a à peu près 6 critères. S'ils sont respectés, on dit que la personne est un travailleur autonome. D'accord? Il y a 6 critères qui ont été déterminés et définis et fixés par Revenu Québec. Et d'ailleurs, c'est à peu près similaire à ce qu'a fait Agence Revenu Canada pour dire telle personne est travailleur autonome ou non. Généralement, il y a 6 critères. Il y a le critère de la subordination, il y a un critère économique et financier, il y a un critère de propriété et de possession des outils, il y a un critère d'intégration des travaux effectués, il y a le critère de résultat et enfin la relation entre les parties concernées par un travail à faire. On va commencer par les critères pour déterminer le statut d'un travailleur. Comme je dis, il y a 6 critères. Le travail autonome, si on veut faire une petite définition, c'est une personne qui est considérée comme une personne qui est libre de choisir les moyens de réaliser, d'exécuter un contrat et qu'il n'y a aucun lien de subordination entre lui et le client pour lequel il va exécuter un mandat ou un contrat de service ou de travaux. D'accord? Donc, ni l'un ne commande l'autre. Un salarié, c'est une personne qui est dans un contrat écrit au verbal, parce que, comme vous le savez, au Code civil du Québec, le contrat de travail n'est pas obligatoire. D'accord? Donc, c'est une personne qui a signé un contrat écrit ou acceptation verbale de travailler chez une autre personne physique ou morale appelée employeur ou embaucheur. Donc, il va s'engager à effectuer un travail avec une subordination directe ou indirecte, avec le contrôle de l'employeur, avec les consignes de l'employeur, avec les directives de l'employeur, avec les outils de travail de l'employeur, dans un cadre bien précis, dans un temps bien précis, et enfin, tous ces travaux-là seront rémunérés avec des rémunérations bien déterminées préalablement. On va voir maintenant les critères. On va les sauter ça parce que je vais vous donner le détail à lire. On commence par le premier critère, qui est la subordination effective dans le travail. Travailleur autonome versus salarié. Le travailleur autonome, ses conditions de travail, et au moment qu'il va commencer à exécuter un mandat ou un contrat, ben, il n'y a personne qui sera patron, qui va le diriger. Donc, c'est lui le patron de lui-même. Donc, il n'y a pas une relation de contrôle, de supervision, de patronat sur le travailleur autonome. Par contre, le salarié, il a son chef direct, il a son chef indirect, il a un contrôleur, il a un superviseur, il a un directeur. Le travailleur autonome, quand il sait, par exemple, un développeur de site Internet, quelqu'un qui va faire le déménagement, qui va vous faire, par exemple,
le déneigement, etc. Ben lui, comment dirais-je, vous n'allez pas lui dire, monsieur, voici à quelle heure vous devez commencer, à quelle heure vous allez terminer, voici ce qu'il faut faire, voici les outils. Non. Par contre, le salarié, non. Il entre à 8 heures ou à 9 heures, il a une pause à un certain moment, il doit reprendre le travail à tel moment, à telle heure, il sort à telle heure. Il doit exécuter la fiche de travail qu'on lui a remis pour décrire qu'est-ce qu'il doit faire et avec quels moyens il va réaliser les tâches attribuées à ce salarié. Le travailleur autonome, admettons, je suis un déménageur et je vais ramener avec moi des gens qui vont m'aider. Je suis libre, mais le salarié, non. Le salarié, vous allez lui demander de comptabiliser, de train comptable. Je ne vais pas vous dire, écoutez, je vais aller ramener quelqu'un pour m'aider. Non. À moins que c'est lui l'employeur, peut désigner quelqu'un pour vous aider ou bien pour vous remplacer. Par contre, travailleur autonome, puisqu'il n'y a pas de subordination, je peux être un déménageur, mais ce n'est pas moi qui va effectuer le travail. Je peux demander à une autre personne de faire tout le travail ou bien une partie du travail. Et ça existe. Quelqu'un, un travailleur autonome, va prendre un contrat, par exemple, de construction. Ben, il va sous-traiter les travaux. Ce qui est fondation, il va donner ses travaux à une autre entreprise de construction A. Ce qui est plomberie, tuyauterie, électricité, une autre entreprise. La peinture, décoration, etc. Tout ça, je peux, en tant que travailleur autonome, je suis libre de choisir qui va m'aider. Je peux choisir à qui je peux sous-traiter un travail ou plusieurs travaux. Okay? Deuxième critère. Tout d'abord, est-ce que vous avez compris le premier critère? On passe maintenant au deuxième critère. Critère économique ou financier. Le critère économique ou financier ce critère il permet d'évaluer la relation qui existe entre le travailleur autonome avec son client ou bien le salarié et son employeur. Par exemple, le travailleur autonome, quand il exécute des missions, des mandats, à la fin de l'année, il peut réaliser, dégager un profit comme il peut dégager un résultat déficitaire. Et c'est lui-même qui doit payer les dépenses de fonctionnement de son business. D'accord? Toutes les sortes c'est lui qui doit payer le loyer, prime d'assurance, le chauffage, l'électricité, la prime d'assurance, les permis, les licences d'affaires, le carburant, entretien, réparation, tout ça, c'est le travailleur autonome qui va payer tout ça. Par contre, le salarié, il travaille, tant qu'il travaille, ben, il garantit un revenu. Tant que son emploi est garanti, son poste il est garanti, il travaille, il n'est pas congédié ou licencié, ben, il n'a pas de souci sur le revenu qu'il va recevoir après 2 semaines ou mensuellement, hebdomadairement. OK? Par contre, le travailleur autonome, il n'est pas sûr est-ce qu'il va réaliser une perte ou un profit. Généralement, on accepte un mandat généralement avec profit, généralement. Mais il y a des imprévus qui surgissent, donc ce qui est fait, vraiment, il chamboule le plan initial et on commence à revoir le plan d'exécution de la mission. Le salarié, il bénéficie des vacances annuelles, les congés, les avantages sociaux que le travailleur autonome, non. D'accord. Vous avez trouvé, par exemple, des travailleurs autonomes qui n'ont pas pris de congé depuis 3 ans, 4 ans, 5 ans, 1 an, alors que le salarié, il a le droit
lui est conféré les normes du travail. Le troisième critère, propriété des outils. Si vous êtes salarié, avant d'être embauché, on va faire une annonce, on va faire des entrevues pour plusieurs candidats et on va vous choisir et on va vous montrer votre bureau. Voici votre bureau, voici une imprimante, voici l'ordinateur, voici le réseau, voici armoire d'archivage, voici. Vous n'avez rien ramené de chez vous. Donc, vous entrez, vous travaillez parce que les outils ne vous appartiennent pas. C'est des équipements de l'entreprise, de l'employeur. Vous n'êtes pas le propriétaire. Vous ne pouvez pas prendre un ordinateur et partir avec. Non. Par contre, le travail autonome, quand il prend une mission, un travail à faire, par exemple, il va vous construire, il va par exemple, vous avez un petit local, il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas de porte, c'est lui qui va s'en charger de tout. Okay? Il a les outils de travail, à moins que vous allez lui dire, écoutez, j'ai les portes, j'ai acheté des portes, des fenêtres, s'il vous plaît, juste me les placer, ça fait des trous, etc., et les placer. Ça, c'est autre chose. Okay? Mais je parle en général. En général, les outils de travail et tout ce qui va aider le travailleur autonome à réaliser le mandat qu'il a eu, c'est de sa poche qu'il va les acheter. Ça lui appartiennent tous ces outils-là. Okay? Par contre, le salarié, comme j'ai dit, c'est quelqu'un qui, normalement, il ne paie rien. Okay? Il vient, il s'installe dans le bureau, chaise, fauteuil, imprimante, climatiseur, chauffage, imprimante, calculatrice, etc. Tout ce matériel-là, ces équipements-là, sont la propriété de l'employeur et non pas du salarié. Alors que le travail autonome, en général, tous les moyens, les outils avec quoi il va travailler, ça lui appartient. Critère numéro 4, intégration des travaux effectués. Le critère d'intégration des travaux est à considérer du point de vue du travailleur autonome. Par exemple, si les services qu'il rend à une entreprise ne font pas partie de ses activités habituelles, à ce titre, il peut offrir ses offres à plusieurs clients. Par exemple, vous avez un service à rendre à un client, vous avez d'autres à rendre à d'autres clients, il n'y aura pas un conflit d'intérêt ou quelque chose comme ça. Pour comprendre, regardez le salaire. La personne qui est considérée comme salarié, s'il vend les produits d'une entreprise et que la vente fait partie de l'activité de cette entreprise-là, ça ne marche pas. Okay? Vous ne pouvez pas, par exemple, vous travaillez, par exemple, dans une société qui fait l'impression des cartes d'affaires, les catalogues publicitaires, et vous-même, vous faites la même chose, c'est un conflit d'intérêt pour votre entreprise. OK? À moins que vous le faites sous-marin, personne ne va l'apercevoir, mais ça, c'est autre chose. Mais en tant que travailleur autonome, je suis libre de faire le même travail pour d'autres personnes, pour d'autres clients. Okay? La personne est considérée comme salarié si son revenu principal provient d'un travail qu'il effectue chez un seul employeur. Ici, quand je travaille chez un employeur, généralement, le seul moyen avec qui je fais face à les frais pour faire face à mes frais de subsistance, c'est grâce à ce travail-là, à cet employeur. Donc, c'est ma source et je ne peux pas faire des choses qui vont nuire à ma source de revenus. D'accord? Donc, ça s'appelle un petit peu quand il faut être intègre dans les choses que vous êtes en train de faire. Le travail autonome, il est libre.
OK, de faire la même chose pour plusieurs clients, ce n'est pas grave. Ce n'est pas comme le salarié. Mais parfois, vous allez trouver des salariés, des gens qui travaillent dans plusieurs employés, soit qui font la même chose, parfois ils le font, mais comment dirais-je, ils peuvent pas le dévoiler à l'employeur. Si vous dites, par exemple, vous travaillez dans une boulangerie ou une pâtisserie, vous allez dire au patron, moi aussi, je travaille dans l'autre boulangerie qui est dans le coin. Est-ce que vous croyez qu'il sera heureux? Je ne crois pas. D'accord. Mais par contre, en tant que travailleur autonome, je peux offrir mes services, peu importe le client, même si c'est votre compétiteur rival, moi, je fais mon travail pour tous les clients. Cinquième critère, résultat particulier de travail. Le salarié, il s'est mis personnellement au service d'un employeur pour une certaine période. Le travail autonome, je vais vous expliquer, la personne qui lui confie le travail retient ses services pour une tâche précise et le laisse choisir les moyens d'atteindre les résultats recherchés. Dans une telle situation, la relation d'affaires prend fin une fois les résultats sont atteints. Quand vous allez chez un ingénieur ou bien un développeur de logiciels ou bien de sites web, ben vous allez lui dire, écoutez, combien de temps vous avez besoin pour faire mon site internet? Il va vous dire, écoutez, j'ai besoin de 3 mois. Une fois j'ai fini le travail, j'ai rendu, j'ai livré la marchandise ou la commandé, la relation se termine ici. OK? Mais un salarié, je ne parle pas des contrats à durée déterminée, je parle en général, indéterminé. Généralement, on va vous dire, écoutez, généralement, vous êtes embauché pour une durée indéterminée jusqu'à ce qu'il y ait un incident vraiment qui oblige l'entreprise à mettre fin à votre contrat. Donc, le salarié, généralement, moi, je ne parle pas de contrat à durée déterminée. D'accord? À durée déterminée, on va vous dire, vous êtes embauché uniquement pour 4 mois ou 3 mois comme salarié. Là, il y a d'autres critères. Vous avez la subordination, vous avez travaillé avec les outils, etc. Enfin, le dernier critère. L'attitude des parties quant à leur relation d'affaires fait référence à l'entente qui existe entre la personne et son client ou la personne et son employeur concernant certaines conditions de travail. Par exemple, les faits suivants peuvent être pris en considération pour déterminer si une personne a un statut de travailleur autonome ou salarié. Le paiement de la cotisation à la Commission de la santé et de la sécurité du travail. Vous êtes un employeur. Vous êtes obligé de cotiser, de contribuer comment dirais-je, à la CNSST, la Commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité au travail. Donc, selon les activités, ben, il y a un taux à payer pour $100. Ça, c'est l'employeur qui paie sur la base de la masse salariale. Les taux, on a déjà vu un exemple. Donc, il y a, je crois, 1,25, 4 points quelque chose pour secteur public, 1,65. Tout ça, on va le voir dans le prochain cours, le prochain étude en comptabilité. Donc, vous cotisez. Alors que le travailleur autonome, qu'est-ce qu'il fait? On a déjà vu ça. Le travailleur autonome, il paie pour lui-même, et pas pour les employeurs, pour les salariés. D'accord? Et pour, par exemple, régime privé d'assurance maladie. Donc, s'il y a deux contributions, l'employeur et le salarié, ou bien juste le salarié, mais l'entente signée aussi par l'employeur, là, ça différencie et ça donne
le statut de salarié à cette personne-là, mais le travailleur autonome, il faut qu'il se démerde par lui-même pour chercher un assureur. Même chose pour les autres cotisations, ce qui concerne, par exemple, le régime québécois d'assurance parentale, un régime retraite Québec aussi. Donc, il double cotisation du travail autonome, alors que le salarié paie juste sa part à lui-même. Maintenant, si vous êtes salarié, vous avez quitté l'entreprise, ou bien vous avez volontairement, ou bien vous étiez congédié, normalement, on vous donne les indemnités de préavis, de départ, etc. Donc, tout ça, on va le voir dans le code de projet de décision en comptabilité. Avec le travail autonome, ça n'existe pas. Okay? Donc, est-ce qu'il y a des questions avant de passer à l'obligation d'un travailleur autonome?